Sous-titrage. La Russie annonce des victoires là où il n'y en a pas. Elle passe sous silence ses morts, qui gisent sur les bords des routes menant à Pokrovsk, Kopiansk et d'autres villes. Et elle fait comme s'il n'y avait aucun problème dans le pays. Alors que chaque jour, une raffinerie, un dépôt, une centrale thermique ou un poste de transformation est touché. Le rouble vaut moins, l'inflation est élevée, le niveau de vie est plus bas qu'avant la guerre. Et l'opération spéciale a dépassé l'objectif de 3 jours de 1364 jours, alors que la Russie déplore plus d'1 million de pertes qui manqueront à l'économie et au pays. De l'autre côté du monde, un président est assis dont l'ego reste blessé parce qu'il n'a pas reçu le prix Nobel de la paix, et dont les électeurs et le parti s'expriment de plus en plus souvent. Qu'il n'a toujours pas pu mettre fin à la guerre qu'il avait promis de terminer en 24 heures. Et en Ukraine, Volodymyr Zelensky est là, devant continuer à chercher comment maintenir son peuple uni, comment ses généraux et le front peuvent rester soudés, et comment il peut obtenir les moyens nécessaires pour l'armée auprès de l'Occident. Alors que son pays connaît le taux de natalité le plus bas, que des hommes et des femmes meurent chaque jour au front et que beaucoup ont fui à l'étranger, manquant désormais à l'Ukraine. Pour les 3 présidents, il y a un grand objectif commun. Tous veulent que cette guerre se termine le plus rapidement possible. Mais dans une guerre, il n'y a pas de gagnant, il n'y a toujours que de perdants. Et la question est maintenant, qui perd le plus ici ? Il existe donc, comme le dit le titre, un nouveau plan de paix en 28 points que les États-Unis, sous la direction de Witkov, ont élaboré pour l'Ukraine. Je vais vous montrer aujourd'hui l'essentiel sur ce sujet. Pas d'inquiétude, nous verrons tout ensemble. Ce ne sera pas une longue vidéo avec trop de discours. Nous nous concentrons, comme toujours, sur les points déployés les plus importants, sans trop de blabla. Bref et concis comme d'habitude. Le plan a été publié par Axios et a également été traduit du russe, en partie tel qu'il est présenté ici. Ici, nous voyons la conception en arrière-plan. Maintenant, réfléchissez un instant d'où pourrait bien provenir ce contenu. Vous l'entendrez plus tard dans la formulation et les exigences, de toute façon. Witkov est en fin de compte l'envoyé spécial pour les affaires russes, tandis que Kellogg s'occupe des affaires ukrainiennes. Witkov n'est finalement que le porte-parole du Kremlin auprès de Trump. Qu'ils se tiennent entre eux et répètent ce que le Kremlin veut, ou que Poutine et Trump s'appellent directement et qu'ils lui disent simplement ce qu'ils exigent, cela ne fait absolument aucune différence. Beaucoup de plans ont déjà eu lieu, mais cette fois, Trump menace directement Zelensky et exige que l'Ukraine accepte d'ici jeudi. S'il ne signe pas, les États-Unis arrêteront toutes les livraisons d'armes, et aussi toute autre aide, comme les services de renseignement qui ne transmettront plus d'informations, dont l'Ukraine dépend pourtant. Au final, cela signifie que soit l'Ukraine perd un allié autrefois important, soit elle perd la face, son territoire et d'autres choses, parce qu'elle s'est laissée faire du chantage. Deuxièmement, accepter aussi les exigences principalement dans l'intérêt de la Russie. Mais nous y reviendrons plus tard. Commençons d'abord. L'Ukraine est reconnue comme un État souverain. On aurait aussi pu supprimer ce point. Même la Russie a reconnu l'Ukraine comme souveraine après l'effondrement de l'Union soviétique et après le mémorandum de Budapest, et a violé à plusieurs reprises cette souveraineté, allant même jusqu'à la lui retirer. La Russie, l'Ukraine et l'Europe devraient en conclure un pacte de non-agression commun. Et là, je répète ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est une pseudo-garantie. Un tel pacte peut simplement être retiré avant l'attaque. Un tel pacte, je peux et je vais le rompre, et la Russie le rompra aussi. Il ne sert qu'à nous donner un faux sentiment de paix et de tranquillité pendant qu'il continue à s'armer. Un tel pacte venant d'un pays qui avait autrefois signé le mémorandum de Budapest et s'était engagé à garantir et à défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais s'emparer ensuite de la Crimée et, une décennie plus tard, envahir pour en prendre encore plus, cela vaut moins que le papier toilette que j'utilise pour m'essuyer. Il doit également être stipulé ici que toutes les revendications territoriales des 30 dernières années sont considérées comme réglées, donc pas celles à venir. Cela signifie que si l'on a de nouvelles revendications, alors apparemment celles-ci sont acceptables. On s'attend à ce que la Russie n'attaque pas ses pays voisins et que l'OTAN ne s'élargisse pas davantage. Savourez bien cela. L'OTAN reste telle qu'elle est, mais on s'attend à ce que la Russie n'attaque pas ses pays voisins. Il n'est pas écrit « obligé », mais « attendu ». Et vous savez ce que ça veut dire.
Même s'il était écrit « obligé », on n'est pas obligé de s'y tenir. Je fais à nouveau référence au mémorandum de Budapest. Mais Jabo attendu implique aussi qu'on attend. On attend que l'OTAN ne s'étende pas davantage. C'était pourtant l'un des récits utilisés par la Russie pour justifier l'invasion. Il ne voulait, on ne sait pas, d'élargissement de l'OTAN. Et maintenant, des deux côtés, on s'attend à ce que cela n'arrive pas. On aurait donc pu supprimer cela tout de suite, tout comme les deux premiers points. Et le pont Tris, Fachmaniper, Cleverenter, Beyer. Des garanties de sécurité sont obtenues, mais on ne précise pas lesquelles. Si pour les États-Unis, une garantie fiable, c'est quelque chose comme le mémorandum de Budapest, et je vais insister là-dessus encore aujourd'hui, alors il est insensé de continuer à en parler. Ensuite, c'est prévu que l'armée ukrainienne soit limitée à 600 000 soldats. Cela représente environ 250 000 soldats de moins qu'actuellement, et 2 fois moins de soldats que ce que la Russie aurait normalement dans ses forces armées. Je vais déjà vous donner un aperçu. Dans ce document, il n'y aura aucune restriction pour les Russes concernant la taille de leur armée, seulement pour les Ukrainiens. Et cela joue en faveur de la Russie avec une grande armée, puisqu'ils n'ont pas à subir de restrictions. Dans les années à venir, même après la guerre, ils continueront à renforcer et développer leur armée, comme ils l'ont eux-mêmes annoncé. Alors que l'Ukraine disposera d'une armée relativement petite, qui serait inférieure en cas d'une nouvelle attaque, surtout avec des garanties de sécurité incertaines. Ils ne pourront même pas mobiliser 600 000 hommes de façon réaliste, du moins pas par leurs propres moyens. Si nous ne finançons pas leur armée, la situation empirera. De nombreuses personnes sont à l'étranger et une grande partie des usines et de l'industrie est détruite ou en zone occupée. Le pays aura alors de nouveau besoin de travailleurs, et non de 600 000 soldats qu'on peut à peine payer de sa propre poche. Quand il faudra réparer tous les dégâts dans le pays et relancer l'économie. Cependant, Kiev doit aussi renoncer à une adhésion à l'OTAN. Pas seulement verbalement ou sur le papier, bien au contraire. Cela doit même être inscrit dans la Constitution, stipulant que le pays ne rejoindra pas l'OTAN. Cela signifie qu'il n'y aura pas de véritable garantie de sécurité pour l'instant et que l'Ukraine devra maintenir des dépenses militaires élevées, sinon elle serait livrée sans défense. D'un autre côté, l'OTAN devrait également accepter de ne pas intégrer l'Ukraine, ni maintenant, ni à l'avenir. L'OTAN devrait aussi accepter de ne pas déployer de troupes en Ukraine. Ici, on veut empêcher que la France et le Royaume-Uni déploient des forces de maintien de la paix sur la ligne de contact ukrainienne ou pour protéger des infrastructures en Ukraine, comme déjà proposé. Le point 9 précise que des avions européens seront stationnés en Pologne, ce qui est absurde puisque les avions polonais, déjà européens, y sont déjà basés. Je pense maintenant qu'il s'agit d'une erreur de traduction. Voulait-il parler des avions de l'OTAN ou occidentaux en général ? Il est également possible qu'on veuille que les futurs Rafale ou Gripen, qui seront ensuite remis à l'Ukraine, soient stationnés en Pologne plutôt qu'en Ukraine. Cela exclurait cependant les F-16, ce qui serait acceptable du point de vue russe, car il ne s'agit que de 2 douzaines, alors que les Gripen, Mirage et Rafale représenteront au total plusieurs centaines d'appareils. S'ils sont tous là à la fin. Si les avions de combat européens sont cités, l'interprétation russe est claire. Cela signifie qu'il n'y aura pas de chasseurs américains en Pologne, seulement des avions européens stationnés là-bas. Et si la Russie signe une formulation qui définit qui et quoi peut être stationné ici et là, qui se trouve dans la Convention, donc la Convention de l'Union européenne, cela concerne les participants au conflit qui se trouvent sur le flanc de la tension. Les États-Unis doivent aussi garantir la sécurité de l'Ukraine, mais ces garanties peuvent être annulées si l'Ukraine attaque Moscou ou envahit la Russie. Mais si la Russie devait envahir l'Ukraine, il y aurait une réaction militaire coordonnée dont les détails ne sont pas précisés, et les sanctions complètes seraient également rétablies. De plus, tous les avantages russes issus de cet accord seraient annulés et la reconnaissance du nouveau territoire serait retirée. Nous y reviendrons plus tard.
Ah et oui, au fait, cette garantie, comme je l'appelle, les États-Unis la font aussi payer, mais nous verrons cela plus tard au cours de l'explication. L'Ukraine obtient le droit d'adhérer à l'Union européenne et bénéficie d'un accès limité au marché pendant l'examen de sa demande. C'est bien sûr très intéressant, puisque le contenu du contrat vient plus ou moins de la Russie et que l'Ukraine doit le signer pour cela. Et les États-Unis aussi. S'asseoir à cette table. Mais il me semble que l'Union européenne n'a pas eu son mot à dire. Cela oblige donc l'Union européenne à garantir à l'Ukraine un accès au marché. Un important plan de reconstruction de l'Ukraine doit aussi être établi où les États-Unis aideront à améliorer, reconstruire et exploiter les gazoducs ukrainiens. Il en est de même pour la création d'un fonds d'investissement dédié au développement de secteurs industriels dynamiques, centres de données, intelligence artificielle, reconstruction des zones touchées par la guerre, modernisation urbaine et promotion de l'extraction de minéraux naturels. Et, de plus, la Banque mondiale doit également mettre en place un paquet de financement afin d'accélérer les efforts. Je classe cela exactement comme au tout début. Il est déjà positif que l'on pense à l'avenir et au financement de la reconstruction. Le point suivant indique que la Russie sera à nouveau intégrée dans l'économie mondiale et que les sanctions seront progressivement réduites, puis finalement levées. La Russie conclura aussi un accord avec les États-Unis, similaire au fonds d'investissement ukrainien, pour promouvoir l'intelligence artificielle et les centres de données, ainsi que l'exploitation des terres rares dans l'Arctique. La Russie devrait aussi être invitée à réintégrer le G8. Qu'avons-nous compris jusque-là ? Les États-Unis et la Russie veulent améliorer leurs relations et surtout, ils souhaitent désormais se lier par de nombreux accords. Et si la Russie attaquait à nouveau l'Ukraine, il serait alors moins dans l'intérêt des États-Unis d'agir contre un bon partenaire économique avec lequel ils partagent désormais de nombreuses technologies et ont développé ensemble de nombreux secteurs de production. Et là, l'Ukraine ne peut pas suivre ni offrir une bonne alternative. Cela rend chacune des garanties précédentes dangereuses, ou du moins les affaiblit. 100 milliards de dollars d'actifs russes gelés doivent être investis dans des programmes de reconstruction en Ukraine dirigés par les États-Unis. Les États-Unis percevront alors 50% des bénéfices générés par ces mesures. L'Europe devrait investir 100 milliards de dollars de plus pour l'augmenter. D'autres avoirs gelés devraient être placés dans un investissement séparé entre les États-Unis et la Russie, afin de ne pas donner à la Russie l'incitation de recommencer une guerre. Ici, ils décident à nouveau de l'utilisation des fonds en Europe et provenant d'Europe, sans que l'Europe ait son mot à dire. La Russie et l'Europe devraient aussi financer pour que les États-Unis obtiennent 50% des bénéfices sans. L'Ukraine, la Russie et l'Europe ne reçoivent rien, tandis que seuls les États-Unis éviteront toute perte financière. Les États-Unis et la Russie collaboreront dans un groupe commun sur les questions de sécurité et s'assureront que ces points figurent dans un traité. La Russie inscrira dans la loi qu'elle adopte une politique de non-agression envers l'Ukraine et l'Europe. Cela n'a absolument aucune valeur, vous savez vous-même pourquoi. Mémorandum de Budapest. Les États-Unis et la Russie prolongeront le traité sur la non-prolifération et le contrôle des armes nucléaires. L'Ukraine s'engage à rester un État non nucléaire. C'est ce qu'ils avaient déjà fait à l'époque du mémorandum de Budapest. C'est pourquoi on a donné à la Russie la possibilité de les attaquer, car ils n'avaient pas vraiment d'armes pour se défendre. Ainsi, lors d'un autre conflit, nous ne verrons aucune garantie de sécurité. La centrale nucléaire de Zaporijia, placée sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'électricité produite sera partagée équitablement entre la Russie et l'Ukraine, à raison d'1 pour 1. C'est bien visible en ce moment, car actuellement, la Russie occupe aussi cette région. Ce n'est pas une région que les Ukrainiens contrôlent, elle est entièrement occupée par les Russes. On pourrait aussi dire que la Russie veut s'approprier cette centrale électrique. Ou si on affirme que le front est sur une nouvelle ligne, la Russie aurait aussi pu dire qu'elle garde toute la centrale. C'est une zone très particulière, qui se trouve dans une bonne région, cette zone-là. Cela signifie qu'ici, c'est l'un des rares points. Dans ce scénario, un avantage se crée pour l'Ukraine. Les deux pays doivent maintenir des programmes scolaires qui favorisent la tolérance, les différentes cultures, ainsi qu'une compréhension contre le racisme. La Crimée, Luhansk et Donetsk sont reconnus comme faisant partie de la Russie. Kherson et Zaporijia vont geler à la ligne de contact, formant une nouvelle frontière reconnue comme territoire national par la Russie.
Toutes les autres revendications territoriales seront abandonnées par la Russie et les forces armées ukrainiennes devront se retirer des zones actuellement sous leur contrôle, mais situées à l'intérieur des régions revendiquées, pour que la Russie contrôle totalement Donetsk et Louhansk. Cependant, cela doit devenir une zone tampon démilitarisée, tout en restant un territoire russe. C'est très critique, mais j'y reviendrai à la fin. Après les modifications territoriales, Russes et Ukrainiens s'engagent à ne plus changer ces accords. Le Dniepr pourra continuer à être utilisé pour la navigation et l'accès à la mer Noire restera ouvert, ce qui serait évidemment bénéfique pour les Ukrainiens afin de transporter des marchandises. Un comité humanitaire devrait aussi être créé pour clarifier des questions comme le sort des prisonniers de guerre et des corps des soldats tombés. Là, on souhaite un échange complet. De même pour ce qui concerne les personnes enlevées, les civils et les enfants, etc., qui ont en partie été déportés par la Russie. L'Ukraine devrait alors disposer de 100 jours pour organiser des élections. C'est impossible car il faudrait alors restructurer l'armée et bâtir des fortifications extrêmes pendant cette transition. Car si on perd tous ces territoires ici, il ne restera plus rien après. C'est pourquoi il faut ériger une défense directe à la frontière des nouveaux territoires. Car en abandonnant les territoires actuels, ils perdent aussi le bastion à l'est, qui profite énormément à la Russie. Cela prendrait des années à conquérir. Donc s'ils devaient en choisir, il faudrait mettre fin à cet état d'exception. Ce qui signifie aussi que les citoyens ne sont plus liés à l'armée, et qu'ils peuvent également quitter le pays à nouveau. Qui va alors construire toutes les nouvelles lignes de défense dans l'armée ? Absolument personne. Toutes les parties obtiennent une amnistie pour leurs actes pendant la guerre et s'engagent à ne pas formuler de revendications ou plaintes à l'avenir. Cela signifie que tous les crimes de guerre russes, aussi cruels soient-ils, seront tus. Et ils vont s'en sortir comme ça, et ce sujet sera alors clos. Point 27. L'accord est juridiquement contraignant. Le Conseil mondial de la paix, dirigé par Trump, surveille et garantit la mise en œuvre. Des sanctions sont prévues en cas de violation. Point 28, dernier point. Berliner 2020. Une fois l'accord de toutes les parties, un cessez-le-feu immédiat sera instauré pour appliquer les points de l'accord. C'est peut-être l'un des rares points raisonnables dans cette proposition. Que reste-t-il ? Résumons brièvement. Nous avons de nombreux avantages pour les États-Unis et la Russie, beaucoup d'inconvénients pour l'Ukraine et l'Europe. Mais il faut garder cela à l'esprit. Si les États-Unis vont se retirer, cela ne changerait presque rien aux livraisons d'armes, car sous Trump, la plupart provenaient des deux côtés. Je parle ici uniquement des livraisons d'armes, et pas d'autre chose, car l'absence de renseignements reste très douloureuse. D'un autre côté, la Russie aurait encore besoin de plusieurs années pour conquérir ce petit territoire ici, que les Ukrainiens perdraient à cause du traité. Les chances ne sont donc pas mauvaises que la Russie ne s'en sorte pas forcément plus mal avec une guerre longue et persistante. Donc ma recommandation serait de supprimer certains points du traité, d'obtenir de véritables garanties ou de le rejeter, car, comme je l'ai dit, ce n'est pas un hasard si ce traité apparaît maintenant avec ces conditions. Et avec cela, je vous remercie comme toujours de votre écoute. Un remerciement particulier à tous les membres de la chaîne, à l'équipe Algo et au lieutenant-colonel Renek. À la prochaine vidéo ARD Texte.